Bonjour les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live One Piece sur tout simplement les spoils. Donc on va essayer de décrypter un petit peu, on va analyser et évidemment réacter à tout ça. On va essayer de potentiellement trouver des petites théories ou même essayer de voir un petit peu en profondeur ce que Elbaf pourrait nous offrir dans les prochains chapitres. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien prêts. Comme d'habitude en début de live les gars, je vous incite à rejoindre la team, à venir tout simplement sur tous les réseaux, à liker, follow et commenter pour la team YouTube parce que voilà, ça nous aide pour l'algorithme et le référencement. Vous avez également le Twitter pour avoir justement les spoils première fraîcheur vraiment le plus rapidement possible. En ce moment en plus je fais quelques tweets sur le gaming, donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Vous avez évidemment le Discord qui permet lui par contre de tout simplement se réunir, se rejoindre, parler des spoils. Ça vous permet aussi d'avoir des alertes par rapport au live. Ça vous permet de savoir tout simplement quand je live. Vous avez aussi des salons dédiés à One Piece avec les mini-aventures, les informations tout simplement qui sont pas dans le manga. Donc voilà, bientôt il y aura les interviews, les SBS. Mais en attendant, on a déjà l'encyclopédie des fruits du démon, le monde de One Piece, les informations sur le Gorosei, sur l'équipage de Roger. Bref, il y a tellement d'infos. N'hésitez pas à aller checker les gars parce que voilà, on va essayer de réunir vraiment tout One Piece sur le Discord. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette petite auto-promo. J'ai très hâte de découvrir ces spoils et j'espère tout simplement qu'on va être ravis de découvrir tout ça ensemble les gars. Donc installez-vous bien et c'est parti. Donc let's go. Je pense que le mieux c'est de se lancer directement. On va découvrir ça ensemble. On va commencer par une réact. Ensuite on enchaînera directement avec l'analyse. Donc j'espère que vous êtes bien prêts. On va analyser ces spoils. Donc voilà, le titre c'est les Chevaliers de Dieu. Mais je pense que c'est la traduction. En gros pour moi je pense que le titre c'est les Chevaliers Divins. Donc histoire de couverture, la mini-aventure. Ça va être l'équipage au chapeau de paille qui fait une course sur des poissons volants. Donc là c'est assez difficile de compréhension entre guillemets. Parce que peut-être que c'est pas une mini-aventure. Peut-être que c'est un color spread. Ce qui serait cohérent. Par contre, si c'est vraiment une mini-aventure, bah qu'est-ce qui se passe quoi? Il n'y a plus de cohérence du tout. Donc je pense que ça doit être un color spread, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Donc voilà, il y aura l'équipage des chapeaux de paille qui sont sur les poissons volants, ça doit être les mêmes que les Exocet Riders. Donc voilà, on verra bien, mais pas de mini-aventure, en tout cas autour de Yamato cette semaine. Ok, première phrase, on commence avec les géants tentent d'aider les enfants kidnappés par les chevaliers divins, mais ils ne peuvent pas les toucher. Donc voilà, il y a quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas les toucher. Et en plus de ça, je me rappelle de Wolf, un des professeurs qui avait dit qu'il fallait pas les toucher. Donc je pense que s'ils peuvent pas les toucher, ça doit être dû au pouvoir de Gillingham. Donc à voir ce que va nous réserver le chapitre, mais je pense que soit il y aura une espèce de transmission, ou soit ça va être un petit peu le fameux mythe de pas réveiller les gens somnambules parce que ça pourrait être dangereux pour eux, qui justement a été matérialisé dans One Piece. Donc ça c'est une possibilité à voir, mais pas plus de détails en tout cas par rapport à ça. Ensuite, deuxième phrase, Somers a mangé le Ba-Ibanomi, donc c'est un fruit des épines. Quand quelqu'un touche ses cibles, il est attaqué par des épines. Plus l'amour pour la cible est forte, plus la douleur est intense. Donc c'est assez drôle parce que voilà, c'est pas du tout ce qu'on s'attendait pour Somers. Par contre, c'est vraiment un fruit qui lui va à la perfection. Vraiment fruit des épines, le côté amour, rose, bref, c'est assez marrant. Et en plus là, c'est vraiment un fruit qui est lié à l'amour. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, ça c'était pour le pouvoir de Somers. Donc maintenant on va parler de Gillingham. Donc lui possède le fruit du dragon modèle Kirin. Donc Kirin. Il peut matérialiser des objets issus des rêves des gens. Donc voilà, déjà c'est ouf parce que j'ai vraiment l'impression qu'Oda il est vraiment focus sur tout le côté imagination. La plupart des gens qui ont un fruit cheaté entre guillemets ont un lien avec le côté imagination. Donc on connaissait celui de Luffy, ce qui est totalement logique, mais on a vu Bonnie par exemple qui était capable de pouvoir matérialiser un futur alternatif dans la vraie vie. Donc en gros c'est au gré de ses envies, au gré de son imagination. Là on voit Kirin qui a tout simplement le même type de pouvoir. Cette fois-ci c'est les rêves des gens, donc l'imagination des rêves, donc c'est pas la sienne mais celle des gens, qui est tout simplement réelle dans le sens où il peut rendre réel les objets, les choses qui sont dans
dans les rêves de certaines personnes. Donc ça, c'est assez intéressant et je pense que c'est comme ça qu'il a réussi à matérialiser tout simplement les bêtes qu'on a vues dans le précédent chapitre en extrayant les monstres cauchemardesques des rêves des enfants qui sont actuellement en mode somnambulisme. Donc là, tout commence à s'expliquer. On comprend un petit peu comment marche le fruit du démon de Kilin. Donc c'est assez marrant, mais je garde mes réserves là-dessus parce que ça pourrait être un fruit vraiment très très puissant. Est-ce que si je rêve de Nika, Nika apparaît? A priori oui, étant donné qu'on l'a déjà vu dans le précédent chapitre, une version alternative de Nika. Est-ce que je rêve de Kaido? Kaido apparaît. Quelle est la limite du fruit? Donc voilà, ce ne sera pas les mêmes personnages, c'est impossible qu'ils soient égaux en termes de puissance. Il y a toujours, connaissez, une marge de manœuvre, histoire qu'il y ait vraiment une différence entre l'original et les copies, exactement comme Bonnie et Luffy. Nika Bonnie, Nika Luffy, qui sont complètement différents en termes de puissance. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, mais vous avez compris. Alors, cette fois-ci, on revient sur les chevaliers divins qui sont en train de manger dans la forêt, et du coup, ils sont en train de réfléchir et ils se sont dit qu'ils ont oublié le sel pour saler leur plat. Somers, il pense... Et Gillingham utilise son pouvoir pour l'endormir et extraire du sel de son rêve. Ça, c'est assez intéressant parce que, tout comme le pouvoir de Bonnie qui pourrait faire en sorte de vieillir des objets ou de les rajeunir de manière permanente, ça c'est une chose qu'elle est réellement capable de faire. Là, j'ai l'impression que son pouvoir est à peu près lié dans ce sens-là parce que il peut récupérer du sel. C'est-à-dire qu'au niveau des objets, au niveau des êtres non vivants, c'est exactement la même chose. Donc là, s'il rêve du marteau de Loki, est-ce qu'on pourrait avoir une version alternative du marteau de Loki qui est tout simplement la réplique exacte en tout point? Ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, c'est juste pour vous dire à quel point ce fruit, dans certaines circonstances, peut être vraiment cheaté. Imaginez, je sais pas, un poneglyph, un red poneglyph, imaginez pas mal de choses dans ce sens-là, ça pourrait être vraiment légendaire. Alors, retour au groupe de Loki et Luffy. Donc Loki est déjà proche de la mort et finit par s'évanouir. Zoro le remarque. Luffy demande à Gerd de soigner Loki, bien qu'elle soit réticente, elle accepte de l'aider, et du coup on a un petit flashback du passé de Ajrodin. Et à ce moment-là, on voit que Loki l'a harcelé depuis leur enfance. Donc ça c'est fou parce que on voit tout simplement que Ajrodin en a vraiment bavé. Luffy fait tout pour sauver Loki et Zoro fait de même parce qu'il lui demande tout simplement de le soigner, etc., etc. Donc ils ont quand même de la pitié pour lui dans le sens où ils font tout pour le guérir alors qu'il n'y a même pas un chapitre, il a incendié une partie de l'arbre d'Adam. Donc il y a une espèce de relation qui sont en train de se nouer avec lui, mais je pense que Loki est du type malicieux dans le sens où il va tout simplement sympathiser au maximum avec eux pour ensuite terminer avec une petite scène où il décide de partir tout seul et accomplir son dessein macabre, son dessein apocalyptique. Donc à voir, mais évidemment Luffy va pas le laisser faire, il va se passer pas mal de choses, donc trop bien. Et ce qui est vraiment lourd dans ce chapitre, c'est vraiment que tout commence à partir en cacahuète, comme je le disais dans le précédent chapitre. On a d'un côté les chevaliers divins qui font n'importe quoi vers l'école, etc., etc., et de l'autre côté, on a vraiment Loki qui se déchaîne et qui est pas prêt d'adoucir sa rage, parce que là ça va être compliqué pour rester calme. Ok, on termine. On voit que Ajrodin veut venger le meurtre de leur père. Et à la fin du chapitre, Loki se réveille et dit « Tu penses vraiment que j'ai tué père parce que je le voulais? Je sais que toi non plus, tu ne me croiras pas. » Et du coup, évidemment, attendez le résumé complet et il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Donc, petite rectification par rapport à ce message, parce que en fait, la dernière phrase du chapitre, il faut la prendre avec des pincettes étant donné que la vraie traduction, c'est pas je sais que toi non plus, tu me croiras pas. C'est plutôt « Je sais que toi non plus, tu n'y crois pas. » Donc, ça voudrait dire potentiellement que Loki n'est pas l'auteur du meurtre du roi Harald. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est totalement ce qu'on avait dit. Vraiment. C'est vraiment totalement ce qu'on avait dit par rapport au fait que les chevaliers divins ont parlé de la tombe du roi Harald, comme s'ils se connaissaient, comme s'ils avaient un lien entre eux. Ensuite, on a vu que le roi Harald était présenté vraiment comme un héros, ce que je pense pas du tout, étant donné que Loki a vraiment été présenté comme un meurtrier, et plus on connaît les deux personnages, et plus on commence à avoir des informations qui vont en contradiction avec la présentation qui a été faite. Donc ça, vraiment, je suis trop content parce que j'ai l'impression que ça va être une théorie validée légendaire, étant donné qu'on a dit ça depuis très très longtemps. Donc ça, c'était pour terminer cette petite réact. Et là, on va passer à l'analyse. On commence avec la mini-aventure qui pour moi n'est pas forcément une mini-aventure mais plutôt un color spread parce que voilà l'équipage des Mugiwara qui est en train de faire une course sur des poissons volants. Je vois mal vraiment le pèlerinage de Yamato débouler sur ça. Donc pour moi c'est un color spread. Ensuite on a effectivement les géants qui essayent d'aider les enfants
enfants, mais que les enfants ne peuvent pas être touchés. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est clairement en rapport avec le pouvoir, potentiellement soit de Gillingham, soit de Somers, ou peut-être une fusion des deux. C'est-à-dire que premièrement, Gillingham, lui, ferait en sorte d'endormir les enfants et faire en sorte qu'ils lui obéissent, pour les guider en mode somnambule, quoi. Et Somers, lui, grâce à son fruit des épines, on va dire, il a posé un piège sur tous les enfants, et à chaque fois que quelqu'un touche les enfants, il se prend toutes les épines, tu vois. Et les épines sont à la hauteur de l'amour qu'ils portent pour les enfants, si j'ai bien compris le pouvoir du fruit. Donc pour moi, c'est un petit peu une fusion entre les deux, et c'est là où est le jeu dont Shamrock parlait, c'est le fait que eux décident de prendre un petit goûter en regardant la scène, et je pense qu'ils vont regarder et se demander tout simplement, bah tiens, comment ils vont faire pour réussir à s'en sortir alors qu'ils peuvent pas toucher les enfants, mais qu'ils doivent absolument les sauver. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est totalement logique. Par contre, effectivement, on a les pouvoirs, mais on a encore pas mal de secrets autour de ça. On connaît pas la dernière forme de Gillingham, donc est-ce que là il est en mode hybride, ce qui est quand même plutôt probable étant donné la forme et l'écharpe, même si en mode dragon il aurait eu l'écharpe, parce que Kaido avait l'écharpe en mode dragon. Dans tous les cas, que ce soit le mode hybride ou pas, il nous manque une forme. Donc au niveau des pouvoirs, on a les révélations, mais on ne les a pas totalement. Ensuite, pareil, pour le fruit du démon de Somers, on a le fruit du démon, mais par contre, on n'a pas tous les pouvoirs, tous les tenants, tous les aboutissants. Quand on voit par exemple le fruit de Kirin, on voit qu'il y a énormément de choses. Il peut se transformer en dragon, tel un Zoan, mais en plus de ça, il a un pouvoir qui permet d'endormir, de contrôler, etc., etc. Ce qui est totalement logique. Et pour Somers, ça pourrait être quelque chose dans le même style. Donc là, c'est plutôt fruit des épines, donc ça a l'air d'être un paramécia. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un paramécia dans des personnages très très puissants. Donc à voir, est-ce que c'est quelqu'un de très très puissant, ça c'est logique. Et en plus de ça, c'est un pouvoir qui va pour moi être clairement pour Sanji. Donc voilà, il va devoir se battre au corps à corps et les épines vont être tout simplement les némésis de Sanji. Donc à voir comment il va se débrouiller avec tout ça, mais ça me semble d'être un combat assez logique, tu vois. Donc ensuite il reste Gillingham et son pouvoir du dragon qui lui pourrait être associé peut-être à Zoro, parce que voilà, il a une lance, ça pourrait être sympathique. Zoro connaissait son lien avec les dragons, à chaque fois qu'il a vu un dragon il l'a tranché, y compris Kaido, donc potentiellement que les deux sont liés. Puis en plus c'est la réincarnation de Ryuma, donc voilà, c'est assez facile de comprendre quand on a vu God and Monster. N'hésitez pas à les regarder, c'est légendaire. Donc voilà, en tout cas pour les fruits des chevaliers divins, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un paramécia. Heureusement qu'il y en ait, parce que voilà, il fallait qu'Oda soit un petit peu, on va dire, équilibré en termes de puissance. On a vu Gunko qui avait pour l'instant un paramécia. On a vu Somers qui a à peu près voilà, le même type de fruit. Là on a vu un Zoan mythique pour Kirin, mais il a une écharpe plutôt blanche, donc potentiellement que ça pourrait être le fameux traître du bon côté. Et de l'autre côté, on a évidemment Shamrock qui a une arme avec le fruit du Cerbère, et lui cette fois-ci est vraiment méchant. Et potentiellement que les autres chevaliers divins pourraient être soit des Logia, soit des Zoan mythiques, mais je tends plutôt vers le côté Zoan mythique et Logia parce que tout simplement on n'en a pas. À part l'épée de Shamrock et Kirin, on n'a personne comme Logia déjà, et très peu de personnes avec un Zoan mythique. Donc je pense que Oda a décidé de ramener les chevaliers divins potentiellement les plus faibles, exprès pour éviter de trop donner d'informations sur tout simplement la puissance des chevaliers divins. Donc voilà, je pense que c'est cohérent et je pense que c'est sur ça qu'il faut se baser en termes de power scaling autour des chevaliers divins. Par contre, il faut absolument que les chevaliers divins soient colossaux en termes de puissance. Je pense pas qu'ils puissent être faibles, entre guillemets. Même si on a vu Gunko... Quoique en vrai, Gunko capable de faire des dégâts à Loki qui fait plus de 70 mètres de haut, il faut vraiment être puissant, tu vois. Un coup simple de Haki aurait pas été suffisant. Il faut être puissant. Donc voilà. Ensuite, oui, on n'a pas parlé du pouvoir des rêves, mais je l'ai déjà dit un petit peu avant, le fait que voilà, Gillingham peut matérialiser les rêves des gens. Donc voilà, c'est encore un lien avec l'imagination. Ça donne des libertés légendaires pour Oda qui lui permet de créer tout comme il veut, parce qu'au final... il suffit de sortir quelque chose de la tête des gens pour l'avoir, donc avoir. Et aussi, avoir aussi les limites du fruit. Parce qu'on a compris aussi avec Bonnie qu'il y avait des limites. Par contre, là, on voit que potentiellement on pourrait vraiment recréer la totalité des choses présentes dans les rêves des gens. Et ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Ok, et puis du coup, on finit avec Loki. Donc voilà, Loki, petite phrase légendaire en fin de chapitre pour dire que potentiellement que c'est pas lui qui a tué le roi Harald. Moi, je pense que soit il a tué le roi Harald parce que le roi Harald était méchant. Ça, pour moi, c'est une possibilité. Soit il a pas tué le roi Harald et que la personne qui a tué le roi Harald est encore méconnue. Est-ce que c'est Jarl, ce qui est très probable? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre?
Ça aussi, c'est très probable. Moi, je pense plutôt que c'est les chevaliers divins, étant donné leur lien avec le roi Harald. Et aussi, Jarl, je le vois mal tuer le roi Harald. Parce que, en fait, l'épée, elle est plantée de face dans la tête de Jarl. Donc, ça veut dire que si c'était Jarl, il aurait fait face au roi Harald. Et le roi Harald aurait été vraiment, moins fort que Jarl. Et quand on voit son fils, on a du mal à croire que Jarl était plus fort qu'eux. Même si c'est pas à exclure. Et ensuite, il faut comprendre que les chevaliers divins, le fait qu'ils parlent du roi Harald, montre qu'ils ont un lien dans tous les cas. Donc en vrai, les probabilités sont vraiment sur le fait que les chevaliers divins ont potentiellement assassiné le roi Harald, qui se sont enfuis via la marque qui est au même endroit que la mort du roi Harald, et que Loki a été retrouvé sur les lieux du crime, peut-être en entendant le bruit, en entendant son père crier, etc., et qu'au final, tout le monde ait cru que c'était lui, ce qui est très probable étant donné qu'on connaît un petit peu son tempérament, un petit peu malicieux, vicieux, etc. Et du coup, c'était le coupable idéal. Donc ça, c'est vraiment la version des faits qui me convainc le plus, étant donné toutes les informations qu'on a dans les précédents chapitres. Il y a une dernière petite information, c'est que sur les murs de la salle où il y a eu le combat, il y a eu des griffes sur le mur. Et ça, faut se poser la question de savoir d'où viennent ces griffes. Et ces griffes pourraient venir d'un pouvoir du fruit du démon. Certains teasent Fenrir pour Loki, même si je doute encore un petit peu. Et je pense que ça pourrait venir potentiellement d'un chevalier divin qui est venu il y a très longtemps aussi. Ça, c'est carrément possible. Donc voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas pour cette analyse. Moi, je vous ai donné mon avis là-dessus, je suis quasiment convaincu que ça va se passer comme ça, même si il y a 2-3 petits détails qui peuvent changer, mais ça m'a l'air plutôt cohérent. Donc voilà, on termine sur ça. Pour la team YouTube, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous avez kiffé. Merci à tous ceux qui rejoignent, qui follow, qui like, qui commentent. Voilà, n'hésitez pas à le faire parce que voilà, c'est gratuit et en plus de ça, ça nous aide énormément dans l'algorithme et le référencement. Vous avez évidemment le Twitter pour avoir les spoils en direct. D'ailleurs, demain, les spoils sortiront aux alentours de 21h30, 22h. Voilà, si jamais vous voulez les spoils, n'hésitez pas à aller sur le Twitter. Et il y a le Discord, voilà, qui répertorie tout simplement toutes les informations autour de One Piece, mais pas que, aussi toutes les informations autour des mangas. Donc voilà, je vous tease pas mal de mangas. Prochainement, on va faire le manga Kaiju numéro 8, mais aussi le manga Made in Abyss. Donc voilà, c'est des mangas qui arrivent et c'est pas les seuls. Il y en a plein d'autres, Carnet de l'apothicaire, etc., etc. Je vous prépare pas mal de choses. Et évidemment, on va plus tard essayer de ramener potentiellement d'autres animes, d'autres mangas. Donc voilà, restez à l'affût. Et évidemment, pour terminer, il y a les petites souscriptions. Merci à tous ceux qui sub déjà. Et n'hésitez pas à le faire si jamais vous voulez participer de manière financière. Mais comme je le dis à chaque fois, faites que si vous avez envie, que si vous le voulez. Parce que voilà, ça aide pour développer les concepts, développer le matériel pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc voilà, j'ai fait le tour. Nous, on se recapte très très vite pour la suite des spoils. Et écoutez, vive les jeux vidéo et vive One Piece.